Mesdames, Messieurs, bonsoir. Retour dans cet épisode de Questions d'actu sur le sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique accueilli par l'Arabie saoudite ce lundi pour examiner notamment les développements de la situation dans la région sur fond de poursuite de la guerre israélienne contre Gaza et le Liban et de ses dangereuses répercussions sur la sécurité et la stabilité régionale. Les dirigeants présents ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes occupés pour parvenir à une paix globale au Moyen-Orient. Et le sommet de Riyad était une occasion pour ses participants aussi de coordonner leur position envers la future administration du président élu américain Donald Trump. Par ailleurs, le sommet a réaffirmé à Riyad toujours son soutien à l'action du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, car il faut le rappeler, en tant que pays ayant une tradition de leadership religieux et de stabilité, le Maroc est appelé à jouer et joue de facto un rôle de médiateur et de promoteur de la paix, notamment dans ces forums internationaux dont les sommets islamiques, pour ne citer que celui-ci parce qu'il est d'actualité. Et de paix et de stabilité, il y a besoin urgent aujourd'hui au Moyen-Orient, où l'offensive lancée par Israël pour anéantir le Hamas a fait plus de 43 600 morts à ce jour. J'accueille pour le débat ce soir, d'abord sur le plateau, et un plaisir renouvelé de l'avoir avec nous, le professeur de Relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija, merci beaucoup. Marhaba. Et se joint à nous le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales, l'Université Mundiapolis de Casablanca, professeur Ali Lahrichi. Bonsoir. Bonsoir, merci Madame Khadija. Merci à vous de répondre à nos questions et je commencerai justement par vous, Ali El-Harichi, d'abord sur un rappel du contexte régional très tendu dans lequel se tient ou s'est tenu ce sommet arabo-islamique et aussi, très important, la symbolique des positions des pays arabes vis-à-vis d'Israël. Tout d'abord, ce sommet, il vient aujourd'hui après plus d'une année d'agression d'Israël par rapport à Gaza. À ce qui se passe, vous avez cité, on a plus que 40 000 morts et plus 43 000 morts à Gaza pendant une année, ce qui fait, et quand on parle de morts, on parle de civils, d'enfants, de femmes. Il y a un embrasement dans la région du Moyen-Orient. Depuis septembre, il y a eu des confrontations et par rapport au Liban aussi. Depuis septembre 2023, hein. Oui. Mais surtout le Liban, par rapport au Liban. Ah, donc d'accord. À partir du Liban, il y a plus il y a des agressions, il y a eu des attaques, il y a eu des morts aussi. Donc il y a un embrasement dans la région du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. Il n'y a pas de cessez-le-feu. La communauté internationale a appelé plusieurs fois, plusieurs réunions au niveau de l'Assemblée générale qui a condamné donc les actions que fait Israël au niveau de la région de Gaza. Mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Il y avait plusieurs rondes, si vous voulez, de négociations à travers l'Égypte, le Qatar, mais pas de solution. Toujours pas de cessez-le-feu. Après une année, après 403 jours, je pense exactement, cela fait beaucoup. Et aujourd'hui, donc, quand on parle des pays arabes, on parle quand même de 22 pays de la Ligue arabe et aussi de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, nous sommes avec plus de 55 pays arabo-islamiques qui constituent presque le tiers de la communauté internationale ou des États des Nations Unies. Donc, ces États-là, aujourd'hui, ne peuvent plus se taire et doivent trouver une solution, une réponse pour pouvoir faire une pression ensemble avec une solution commune à la fois sur la communauté internationale pour participer avec eux, pour arrêter le massacre qui se passe à Gaza et aussi, comme j'ai dit, c'est un tiers des États des Nations Unies. Donc, s'il y a une convergence dans une position commune, une position qui est unifiée avec des décisions, donc comme cela est sorti au niveau des résolutions, unifiées pour
arriver à endiguer ce qui se passe, à arrêter. Parce que, sincèrement, quand on parle de Gaza, les écoles sont fermées. Les universités ne sont pas ouvertes. Les hôpitaux sont détruits. Et les gens sont affamés. Déjà, il faut commencer par le oui, droit le plus élémentaire de l'accès à la nourriture et à l'eau. Malheureusement, la famine aussi qui arrive. Nous sommes au début de l'hiver. Et là, on peut s'attendre à quoi? Une population à qui on avait demandé d'abord de quitter le nord pour aller vers le sud. C'est une bande de 41 kilomètres et ils sont partis, se sont déplacés. Après, on leur a demandé de revenir vers le nord. Donc les gens ne savent plus où mettre, comme on dit, leur tête. Les gens ne savent plus d'où viennent les bombes et ce qu'ils sont à l'abri. Et l'infrastructure de Gaza est détruite. Donc, cette réunion extraordinaire ou ce sommet extraordinaire doit apporter une solution. Il n'est pas, c'est-à-dire d'un point de vue, je dirais, non pas seulement de droit humanitaire, parce qu'il est violé chaque jour, ou de droit de l'homme, mais parlons de conscience humanitaire, de la conscience Absolument. humanitaire qui est inhérente à l'être humain, doit aujourd'hui faire je ne sais pas, faire prendre par les décideurs au niveau de la communauté internationale d'arrêter ce massacre qui se passe à Gaza, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je pense les résolutions qui ont été prises, les positions sont claires, il y a une convergence. Justement, parlant de position et de convergence, peut-être écoutons à ce propos la déclaration du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch, qui est représenté à ce sommet extraordinaire à Riyad, Sa Majesté le roi Mohammed VI. Écoutons Aziz Akhnouch et revenons au débat juste après. Sa Majesté le roi place la cause palestinienne au rang des constantes de la politique étrangère du royaume du Maroc. Le souverain avait consacré une large place à la question palestinienne dans son discours à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône. Sa Majesté le roi a réaffirmé dans son discours son engagement de continuer à appuyer les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion d'un cessez-le-feu concret et durable et de redressement de la situation humanitaire. Sa Majesté le roi Mohammed VI a affirmé que l'aggravation de la situation dans la région exige de sortir de la logique de gestion de crise en faveur de la recherche d'une solution définitive à ce conflit. Et ce, suite à la perspective suivante. Si parvenir à la cessation des hostilités à Gaza est une priorité urgente, ceci doit se faire en parallèle avec l'ouverture d'un horizon politique susceptible d'instaurer une paix juste et durable dans la région. Le recours aux négociations pour relancer le processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes impose de barrer la route aux extrémistes de tous bords. La sécurité et la stabilité ne seront totalement instaurées dans la région que si cette dynamique est inscrite dans le cadre de la solution à deux États, au terme de laquelle Gaza est partie intégrante des territoires de l'État palestinien indépendant, avec Al-Quds oriental comme capitale. Avec Al-Quds oriental comme capitale, et je pense que même sur la déclaration finale, nous reviendrons sur les points saillants de cette déclaration finale à l'issue de ce sommet de Riyad. Professeur Abou Dahab, le sommet, les participants ont réaffirmé leur soutien à l'action du comité Al-Quds, présidé, rappelons-le, par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Comment le monde musulman peut soutenir aujourd'hui le comité Al-Quds concrètement ? Concrètement, on part d'abord des actions budgétaires consistantes qui permettent au moins de relever les parts qui, hélas, n'arrivent pas à renflouer les caisses. Cela est important. Évidemment, on peut même se projeter au-delà de la fin des hostilités. Reconstruction, ça va demander des milliards de dollars ou d'euros. Un. Et deuxièmement, à travers aussi l'accompagnement qui doit se faire non seulement par rapport à des questions financières, mais par rapport à d'autres questions. Des soutiens logistiques, techniques et au-delà. Par exemple, comment faire en sorte que l'État palestinien puisse, une fois existant, avoir les moyens d'action et pour qu'il puisse aussi remplir ses fonctions régaliennes.
J'aurai une petite parenthèse. Je vois par exemple comme le Maroc, entre autres choses, soutient les colonies de vacances, les Maqdissines, les enfants qui viennent de Jérusalem, Al-Quds al-Sharif, bien entendu. Et cela crée quand même un peu du sens et ça permet d'agir aussi en amont et en aval. Nous avons aussi la question de la préservation des lieux du culte ou encore les sites culturels. Etc., etc. La liste est interminable. Mais ce qui est désolant, c'est que quand on voit les parts allouées à l'agence Beit Mal Al-Quds al-Sharif, on voit que le Maroc, évidemment c'est positif pour notre pays, donne l'essentiel du budget de cette agence. Peut-être ça dépasse les 70%. Ce qui fait que concrètement, quand vous m'avez posé la question, cela au moins, dans un premier temps, ça permettrait de garantir une certaine pérennité à cette agence qui constitue le bras séculier du comité Al-Quds al-Sharif que préside Sa Majesté le Roi. Il y a consensus aussi. Le Maroc a plaidé pour cela et je pense que tous les pays se sont alignés à cette position marocaine, à condamner d'abord bien sûr les massacres à Gaza et au Liban, mais aussi à condamner la décision de mettre fin aux activités de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, parce que même l'ONU est empêchée aujourd'hui de prêter main forte à des populations démunies et de tout. Alors ça, c'est véritablement, on signe la fin carrément de, je ne sais pas, de ce qui peut être un espoir pour au moins permettre aux Palestiniens d'entrevoir quelques lueurs d'espoir. C'est Ali tout à l'heure l'a dit, bientôt l'hiver va s'installer et on peut imaginer les scénarios catastrophiques, vous l'avez dit, Madame Ihsan, le droit à l'alimentation, à la nourriture, les questions sanitaires, également la problématique de la vaccination, etc. Évidemment, là, c'est un crime contre l'humanité, parce que le Nord, depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'était consécutivement à ce qu'on appelle la Grande Nakba. Exact. Et c'était au moins permettre aux réfugiés palestiniens, y compris les travailleurs, d'assurer le minimum de la subsistance. Et on peut aujourd'hui, sincèrement, interpeller et questionner le rôle, de façon générale, des Nations Unies. Il ne s'agit pas seulement de l'ONU, mais de toutes les institutions qui gravitent autour, mais également les acteurs majeurs des relations internationales, par rapport à cette décision qui vient suite à une autre série de décisions, y compris le fait de considérer M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, persona non grata. La FNUL attaque au Liban aussi, cela relève de cette catégorie de crimes contre l'humanité, voire même crimes de guerre, parce qu'on doit quand même protéger non seulement les humanitaires qui œuvrent sur le terrain pour assurer les aides d'urgence, etc., mais également la protection des sites culturels, les hôpitaux, etc. Franchement, aujourd'hui, nous sommes devant un scénario hollywoodien, sinon kafkaïen, et devant l'impuissance de la communauté internationale, moi je crois que nous sommes véritablement... On a même dépassé les lignes rouges de ce qui est, comment dirais-je, relève de l'entendement humain quand on voit cela devant nous face à l'impuissance, hélas, de la communauté internationale. En parlant de communauté internationale, il y a eu plusieurs appels à Ali El-Harichi pour le gel de membership, de l'adhésion d'Israël à l'ONU. Est-ce que vous pensez que cela pourrait prendre forme un jour ? Qui va soutenir cette décision, si toutefois elle est prise, si toutefois elle est votée au Conseil de sécurité, et si toutefois le bouclier d'Israël, qui sont les États-Unis, permettent cela un jour. Il y a beaucoup de si, hein. Bien d'ici. Oui. Oui, si. Bah, tristement, si, c'est... Non. Le Conseil de sécurité dans sa forme actuelle, l'Assemblée générale, même si l'Assemblée générale c'est un État, une voix, ne va pas passer au gel de l'adhésion d'Israël c'est-à-dire aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité peut prendre des résolutions à l'encontre, peut-être des sanctions économiques, peut-être des sanctions. Nous connaissons les sanctions du Conseil de sécurité qui peuvent être parfois même militaires. Mais cela, c'est dans un scénario... Oui, de suspendre la vente d'armes, par exemple. Mais bon, cela ne se concrétise jamais. C'est les sanctions possibles par le Conseil de sécurité. On parlait de l'UNRWA. L'UNRWA,
C'est un organe donc, des Nations Unies qui apporte de l'aide par rapport enfin, humanitaire aux réfugiés, aux enfants, aux citoyens, aux civils qui sont touchés par qui dure non pas seulement une année, mais cela dure depuis 1948, donc enfin 48 ou 49, depuis les trois grandes guerres qu'il y a eu en 48, 56, 67, 73, et puis toutes les guerres après l'intifada. Donc normalement, même ces organisations des Nations Unies ne sont pas préservées. Les Nations Unies n'arrivent pas à les préserver parce que il faut le dire, le Conseil de sécurité, avec ses organes permanents, il protège toujours. Il y a toujours eu des vétos américains qui ont protégé Israël. Peut-être un ou deux fois où il y a eu des résolutions d'ailleurs en 67 et même en 82 pour pouvoir, quand on a parlé des deux États avec Jérusalem qui est capitale donc de la Palestine. En dehors de ça, je ne pense pas que dans la forme actuelle ou dans la configuration actuelle de la communauté internationale et de l'Organisation des Nations Unies, que le Conseil de sécurité puisse prendre une résolution à l'encontre d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'avec la réélection de Donald Trump, qui soutenait l'initiative d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, est-ce que vous pensez que cela pourrait aider, pousser, même si aujourd'hui, il faut le rappeler, le gouvernement Netanyahou dit niet à une solution à deux États, et que si c'était une solution à deux États, comme l'a rappelé le chef de la diplomatie israélienne, eh bien ce serait un État du Hamas. Non, oui, vous avez tout à fait raison. Maintenant, avec l'élection de Trump, il y a une possibilité d'arriver à une solution. Peut-être, on l'espère, comme a dit mon cher ami Zakaria, à arriver à une forme de paix globale, une paix durable, une paix juste. Mais pas d'annexion de la Cisjordanie, même si ça a été aujourd'hui ou hier d'ailleurs déclaré par les autorités israéliennes d'annexer la Cisjordanie. Enfin, ce qu'il en reste. S'ils annexent la Cisjordanie, bon, il sera où l'État palestinien? L'État palestinien, la Ligue arabe et l'organisation, c'est Gaza et la Cisjordanie. Et d'ailleurs, si vous le remarquez, Ali El-Harichi, je vous interromps encore une fois si vous le permettez, dans la déclaration finale, on dénonce les actes terroristes commis par les colons israéliens contre les citoyens palestiniens et leurs biens. On veut tenir les colons pour responsables des crimes qu'ils commettent, classer les colons israéliens et les mouvements de colonisation juifs parmi les groupes et organisations terroristes. C'était donc, ça faisait partie de la déclaration finale de ce sommet de la coopération islamique à Riyad. Oui, cette déclaration, il y a eu beaucoup de résolutions ou beaucoup de points qui ont été, c'est-à-dire au niveau de cette déclaration. Maintenant, ce qui est possible avec l'arrivée de Trump, c'est d'arriver à la solution de deux États, mais deux États avec bien sûr la bande de Gaza et la Cisjordanie pour la Palestine. Et pour la Cisjordanie, il faut trouver une solution parce que pour la Cisjordanie, si on fait la comptabilité pendant ces 15 dernières années de nombre des colonies qui se sont installées au niveau de la Cisjordanie, c'est comme un tamis, c'est comme vous trouvez des colonies un peu partout. Si on voit la carte d'il y a 15 ans, où la Cisjordanie était plus ou moins, et les Palestiniens, ou l'autorité palestinienne exerce c'est-à-dire sa puissance publique, il y a tellement de colonies au niveau de Cisjordanie, il y a effectivement tellement d'actes terroristes de la part des colons par rapport aux civils palestiniens qu'il faut arrêter d'abord la colonisation. Le problème, c'est que le gouvernement maintenant qui existe en Israël, ou le jeu électoral en Israël, c'est l'extrême droite qui l'emporte parce qu'ils sont motivés par la colonisation en dehors de l'État palestinien, c'est-à-dire de la colonisation au niveau des terres où il y a eu un accord de paix précédemment, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Donc, avec Trump, il est possible, parce que je pense que Trump, c'est quelqu'un de très pragmatique, de réaliste dans les relations internationales. Certes, il soutient Israël, mais il veut arriver à une solution.
Et c'est peut-être le moment aujourd'hui de trouver une solution à travers le président américain pour pouvoir, in fine, avoir une formule on arrivera avec laquelle à la paix pour la région et surtout pour garantir l'appartenance de la terre pour les Palestiniens, c'est-à-dire quand je parle de la Cisjordanie et de Gaza. Oui. Et d'Al-Quds Est. Bien sûr. Absolument. Alors, il y a un point très important, c'est le rôle aussi de l'Arabie Saoudite. Parce que vous avez parlé de Trump, c'est l'artisan quand même d'un des accords les plus inédits, historiques de l'histoire de ce conflit israélo-palestinien. Des accords d'Abraham, bien naturellement. Mais la condition sine qua non de l'Arabie Saoudite, c'est la solution à deux États avec Jérusalem-Est. Et ça a été aussi repris dans cette déclaration finale. Quel rôle pourrait jouer quels sont les leviers aujourd'hui de Riyad et du prince Ben Salman, qui a aussi parlé de l'Iran et souveraineté de l'Iran face à Israël. Quels sont aujourd'hui les leviers? Est-ce que cela risque de changer avec l'élection de Trump? La position saoudienne, elle est centrale aujourd'hui dans ce conflit, Zakaria Boudab. Enfin, je vous pose la question. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Il y a plusieurs forces aujourd'hui qui agissent de manière concomitante et contribuent à créer quelque chose de nouveau. Bon, d'abord, détonateur, le retour de Trump en force, avec raz de marée rouge, comme on dit. Ouais. Il aura quelques priorités, évidemment. Je crois qu'il commencera, entre autres, par la Russie et l'Ukraine. Il a intérêt à apaiser la tension, y compris au Moyen-Orient, dans le sens où, parmi les politiques qu'il avait entamées, c'est ces fameux accords dits d'Abraham. Et cela, au moins, avait contribué à créer un certain espoir pour voir peut-être naître, dans le moyen et le long terme, à l'époque, l'État palestinien, conformément aux vœux de la Ligue arabe telle qu'exprimée en 2002. Néanmoins, aujourd'hui, ça peut être difficile. Revenir aux frontières de juin 1967, on le répète, mais en réalité, est-ce que l'État israélien et surtout le gouvernement de Netanyahou est prêt à aller dans ce sens-là? Grand point d'interrogation. Est-ce que l'autorité palestinienne est prête aussi? Parce qu'il y a eu la solution proposée par Trump à l'époque des accords d'Abraham qui a été refusée par les Palestiniens. Exactement. Alors aujourd'hui, donc, la donne a relativement changé avec la destruction, la démolition, je dirais. Complète de Gaza. Complète, exactement, du Hamas au niveau de la bande de Gaza, ce qui pose la question de la reconstruction, y compris le réinvestissement en termes politiques. Je pense que les participants hier avaient souligné clairement que l'OLP reste le représentant légitime du peuple palestinien. Donc ça écarte. Ce que proposait Israël, c'est justement de mettre sous tutelle. Voilà, il faut quand même une certaine clarté. Sécuritaire et économique de l'État palestinien. Absolument. Sous tutelle israélienne. C'est ce qu'avaient refusé les Palestiniens à l'époque. Donc ça, c'est un point positif. Il faut quand même aller dans ce sens-là. Évidemment, il faut attendre, Mme Khadija, la constitution pleinement de l'équipe de M. Trump, l'administration, éventuel retour de Jared Kushner, etc. Mais j'ai remarqué, Mme Khadija, regardez avec moi, cet appel tripartite, Ligue arabe, OCI, l'Union africaine, pour la première fois, on essaie un peu d'intégrer la question au sein du Sud global et finalement avoir aussi la majorité au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Suspendre Israël, ça ne va pas changer la réalité sur le terrain, mais ça permettrait peut-être de créer des coalitions ou des majorités de soutien ou une sorte de force de frappe, mais de manière sectorielle. Quand on parlera, par exemple, du boycott concernant l'exportation des armes, à ce moment-là, probablement, on aura une certaine majorité, toute proportion gardée, pour aller dans ce sens-là. Sinon, dans la réalité, rien ne va changer. Il n'y a pas de levier. Il n'y a pas de levier. Il n'y a même pas le levier aujourd'hui du pétrole, par exemple, que l'Arabie saoudite peut être sur l'OPEP, non? Quand on lit... Franchement, la déclaration commune, plus de 10 pages, il y a plus du droit déclaratoire, programmatoire, recommandatoire. C'est de la soft law, de la hard law, ça n'existe pas. Il n'y a pas de décision opérante. Par exemple, on va faire cela, 1, 2, 3, un calendrier, un échelonnement. Israël continue et persiste. Moi, je me pose la question, quelle est aujourd'hui la stratégie d'Israël? Mais finalement, il a tout détruit. C'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait parler de légitime défense. Personne ne le conteste au regard de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais quand on voit aujourd'hui l'élargissement du spectre de la guerre, finalement, pour embraser d'autres pays, y compris l'Iran, destruction totale, etc., on peut se poser la question sur les véritables intentions du gouvernement de Netanyahou, M. Netanyahou. Et en tout cas, il a pris des galons
D'abord en virant, enfin, oui, galant. Exactement. Et on sent qu'il est très optimiste et très sûr de l'élection, de la réélection de Donald Trump. En tout cas, l'avenir nous le dira. Absolument. On verra quand il reprendra ses fonctions à la Maison-Blanche en janvier. Tout à fait. Beaucoup de choses vont certainement changer. Merci beaucoup, avec plaisir, professeur Zakaria Boudahab. Mes remerciements vont également à professeur Ali El-Harichi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.